C'est une histoire qui va vous donner envie de changer. Elle ne présente pas de point de vue tranché, mais est empreinte d'une force tranquille. Qui pense connaître réellement son père? Pour quelle raison cet homme, qui fait partie de la 4e génération de réalisateurs chinois, souhaite-t-il parler uniquement de son père? Mon père a pris part à la Révolution à l'âge de 30 ans. Après 1927, il n'a plus donné aucune nouvelle. 10 années ont passé sans nouvelles. C'est un peu comme si on coupait le Wi-Fi à une personne pendant une décennie. Qui était donc son père? Mon père s'appelait Xie Juezai. C'est une des 5 célébrités de Yan'an. Xie Juezai, homme de loi chinois très célèbre, directeur de la Cour populaire suprême à la suite de la fondation de la République populaire de Chine. Quels secrets culturels et familiaux se cachent derrière les 115 lettres rédigées à l'époque? Mon père exprimait son amour et ses préoccupations pour sa ville natale à travers ses lettres. Quels moyens utilisons-nous à l'ère d'Internet pour en faire de même? Est-ce que vous laissez votre père regarder ce que vous postez sur les réseaux sociaux? Oui, j'ai parfois l'impression que face à face, la communication est plus difficile. Je suis animateur télé, mais quand je m'assois en face de mon père, eh bien franchement, je ne sais pas quoi lui dire. Moi, je m'amuse à appeler mon père mon amoureux. Ces 115 lettres de famille vont-elles vraiment être rendues publiques? Voici Magistral, sur le thème « Aller de l'avant tout en se souvenant d'où l'on vient ». Notre invité du jour est Xie Fei. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, vous regardez Magistral, la première classe ouverte à la télévision pour les jeunes de Chine, et je suis votre hôte, Sabei Ning. Aujourd'hui, Magistral s'intéresse au thème du mal du pays. Notre invité est un leader de la 4e génération de réalisateurs chinois. Les réalisateurs célèbres tels que Chen Kaige, Tian Zhuanzhuang sont tous ses fervents disciples. Il a déclaré dans le passé avoir consacré les meilleurs moments de sa vie à la réalisation. Aujourd'hui, sur notre plateau, il a plus de 70 ans, il n'est pas venu nous parler de films, il est venu pour partager avec nous l'amour de son lieu d'origine et nous parler de l'un de ses proches. Accueillons sous vos applaudissements notre invité, le réalisateur Xie Fei. Bonjour. Bonjour Monsieur Xie, bonjour, bonjour. Je vous en prie. Je vous en prie. Vous avez quel âge? 74 ans. 74 ans? Vous ne les faites absolument pas. Je ne suis plus tout jeune. Est-ce que vous pouvez deviner l'âge de la mère de Xie Fei, sachant, je le rappelle, qu'il a 74 ans? Plus de 90 ans? Eh bien, 104 ans! De plus, elle est en pleine forme. Elle n'a aucune maladie liée à la vieillesse. En 2012, je me suis installé avec elle. Nous habitons ensemble depuis 3 ans. C'est un élément important de votre vie, mais il y en a également un autre. Xie Fei s'efforce de comprendre son père à travers ses écrits. Et depuis l'âge de 70 ans, vous... Je classe les lettres de mon père, ainsi que certains articles, etc. Certaines de ces lettres ont été écrites à sa femme, d'autres à ses enfants. Oui, D'autres encore ont été écrites aux gens de son lieu d'origine. exact. Aujourd'hui, si nous sommes sur ce plateau, c'est que nous avons invité Xie Fei pour nous parler de sa famille et de son amour des siens. Applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Tout d'abord, j'aimerais vous poser une question. Qui, dans le public, pense bien connaître son père? J'entends par là savoir quel travail il faisait avant et après votre naissance. Quelle était sa vie, sa vision du monde? Si vous pensez savoir tout cela, levez la main. Si je vous pose cette question, c'est parce que je me trouve moi-même dans cette situation. Mon père s'appelait Xie Juezai. En cherchant son nom sur Internet, on peut voir que c'était un révolutionnaire de la classe prolétaire. Il faisait partie d'un groupe de 5 personnes célèbres.
Lors de son décès en 1971, je venais à peine d'être diplômé de l'université de cinéma de Beijing. À l'époque, nous étions internes. Une fois diplômé, il a fallu aller à la campagne, car c'était la révolution culturelle. Par conséquent, avant sa mort, j'ai l'impression d'avoir eu peu d'échanges avec lui. Dans les années 80, ma mère a mis en ordre des notes, des articles et des poèmes de mon père. Elle en a rempli 7 ou 8 livres qu'elle m'a tous envoyés. Je les ai rangés dans ma bibliothèque sans vraiment y prêter attention, car je venais de commencer mon travail de réalisateur et d'enseignant, et je venais d'avoir mon fils. C'est pourquoi ce n'est qu'à la retraite, lorsque j'ai eu davantage de temps et que j'ai commencé à passer plus de temps avec ma mère, que j'ai commencé à lire les écrits de mon père. Surtout en 2011, car mon frère, qui est dans le Hunan, m'a remis des œuvres de calligraphie qu'il avait conservées. J'ai commencé à réfléchir et à lire les lettres. J'en ai fait un livre intitulé « Lettres de famille de Xie Juezai ». Il rassemble 115 lettres de mon père, de 1919 à 1963. Mon père avait 2 familles. Avant ma mère, il avait eu une épouse et des enfants dans le Hunan. Il leur a écrit de nombreuses lettres dans les années 30. Parmi elles se trouve un poème qui exprime le mal du pays de mon père. Il s'appelle « Regard sur le sud du Yangtze ». Ce poème m'a marqué. Je vais vous en lire quelques vers. Mon beau pays natal, ma maison dans la montagne, blonde et pure, je m'y lave les pieds. L'arbre, aux portes de la maison, nous abrite du soleil. Le mois de juin est froid. Son poème prend un style et un titre de poème traditionnel ancien. Je le trouve très agréable à lire. C'est pourquoi j'ai réfléchi et j'ai demandé au compositeur Zhang Qianyi et à la chanteuse Wang Lida d'en faire une chanson. Je vous invite à l'écouter. Merci, merci. N'est-ce pas joli? Wang Lida est également originaire du Hunan. De Zhuzhou, exactement. Zhuzhou est proche du district de Ningxiang. Oui, très proche. Vous l'avez sûrement remarqué, la première partie de la chanson est en mandarin et la seconde en dialecte du Hunan. Les personnes originaires du Hunan ont dû s'en apercevoir, n'est-ce pas? Oui! C'est une chanson pleine de vie. C'est un honneur pour moi de la chanter. Merci, merci. Merci, Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci, merci. Merci, merci. On conserve tous son pays natal dans son cœur, comme un rêve. C'est un sentiment de nostalgie.
Mon père a participé à la Révolution après ses 30 ans. Après 1927, il n'y a plus eu aucune nouvelle. Puis en 1937, il a envoyé sa première lettre dans laquelle figurait son poème. On y parle dedans de paysages, de nourriture et de famille. Cet endroit lui a toujours tenu à cœur. Mon père vivait dans une société agraire. Il a retranscrit son amour du pays sous forme de poèmes. Nous vivions à l'ère industrielle. J'ai grandi sous l'ère industrielle. Vous êtes à l'ère de l'information. Par quels moyens retranscrivons-nous notre amour pour notre lieu d'origine? Je vous lis une autre lettre à travers laquelle on découvre l'esprit familial. Elle date des années 50. Du 21 janvier 1950 environ. Il l'a écrite à ses enfants dans le Hunan. Suite à la fondation de la République populaire de Chine, mon père a été nommé ministre. C'était un officiel de haut rang dans la capitale. Ses enfants, dans le Hunan, lui écrivaient de nombreuses lettres. Ils voulaient lui rendre visite et trouver du travail en ville. Leur père leur a répondu ceci: « Mes fils veulent voir leur père, et leur père souhaite aussi les voir. Tout cela est bien normal. Aujourd'hui, vous êtes dans la pauvreté. La famine frappe le nord. Il n'est pas facile d'obtenir l'argent pour le voyage. Il serait de toute façon difficile pour moi de subvenir à vos besoins ici. Si vous n'êtes pas encore parti, attendez-moi. Attendez les récoltes d'automne. Les circonstances seront plus favorables à ce moment-là. Venir à ce moment-là ne changera rien. J'ai entendu dire qu'il était difficile de faire du stop. Chaque passager doit acheter son billet. Il veut dire par là qu'il ne fallait pas s'attendre à ce qu'il trouve une voiture de fonction pour les faire venir. Puis il ajoute ceci: « Vous allez penser que je suis un fonctionnaire pauvre. » Il utilise ici le mot « pauvre » dans le dialecte du Hunan. Il a dit que oui, un officiel qui n'est pas pauvre sème la zizanie, alors qu'un fonctionnaire pauvre sème la paix. Je le trouve très clair dans ses propos. Il veut dire que mieux vaut un fonctionnaire pauvre qu'un fonctionnaire cupide. Puis, il écrit un autre poème. Vous dites que je suis un officiel de haut rang. Je suis comme Monsieur Zhou. Entre parenthèses, le vénérable fonctionnaire Chitsai. Monsieur Zhou était un ouvrier agricole dans la région d'origine de mon père. Il s'appelait Zhou Chitsai. Il était très industrieux et aidait de nombreuses familles. Il travaillait du matin au soir et s'est fait une réputation dans la région. Je suis comme Monsieur Zhou. Je me lève tôt et je me couche tard. Je fais de mon mieux afin d'avoir le cœur tranquille. Passez le bonjour à votre mère, papa. C'était un officiel de haut rang, mais il se comparait pourtant à un ouvrier. Il était pauvre, mais honnête, et ne voulait pas profiter de sa fonction pour favoriser ses proches ou chercher un gain personnel. Cela montre bien l'atmosphère familiale. Cela montre le caractère noble de la première génération de révolutionnaires sous le Parti communiste chinois. Je pense que cela vaut la peine que nous prenions le temps d'y penser. La troisième lettre permet d'observer l'amour familial. En 1963, mon père a écrit à ses enfants après que nous lui avons offert un cadeau pour son anniversaire. Après l'avoir reçu, il nous a répondu. Le 29 avril 1963, mon père a fêté ses 80 ans. Nous lui avons donc offert un cadeau. Nous lui avions, en fait, chacun écrit un poème ou des vœux de bonheur. Quant à moi, comme j'étais déjà à l'université de cinéma, j'ai demandé à un ami qui étudiait l'art de m'aider à réaliser ceci. Regardez de quoi il s'agit. Ça, c'est mon père, avec ses enfants. Chacun a un poème ou autre chose. À l'époque, je suivais une formation pour devenir réalisateur. Il y a donc des photos de nos répétitions à l'université. Nous avions donc sérieusement préparé ce cadeau très spécial pour notre père. Le 26 mai, notre père nous a répondu par une lettre.
La lettre dit ceci. Je suis rentré le 9 mai à la capitale. J'ai vu le cahier que vous m'avez tous préparé. Il est magnifique. J'apprécie particulièrement le fait que tous, grands et petits, ont participé. 6 ont écrit des poèmes et 2 ont écrit des lettres. Ici, ils nous félicitent pour notre cadeau. Fei Fei en est l'instigateur. Qui est ce Fei Fei? C'est moi. À l'époque, on nous avait donné à tous un prénom à syllabes répétées. C'était la mode. Ma sœur s'appelait Ding Ding. Mon frère s'appelait Piao Piao. Moi, je m'appelais Fei Fei. Cependant, à la fin de nos études, nous trouvions que cela faisait trop enfantin. J'ai donc supprimé cette répétition. Ma sœur en a fait de même. Mon frère s'appelle désormais Xie Piao. Moi, je suis devenu Xie Fei. Il disait donc ceci, Fei Fei en est l'instigateur. Il n'y a rien de mal à cela. Je vois que vous avez travaillé de concert. Il faut toujours travailler ensemble. Il faut savoir suivre le groupe ou son meneur. Il faut combattre l'arrogance et l'impatience, surmonter le défaut de ne pas pouvoir se rallier. Je pense que mon père était un véritable professeur. Il utilisait le plus petit événement afin d'en tirer une leçon pour nous. Cette lettre montre l'amour familial. Dans les années 50, mon père a écrit de nombreux essais sur la jeunesse. Ils sont connus en Chine. L'un de ses célèbres écrits s'intitule « Aimer ses parents ». Cela parle des personnes qui ne prennent pas soin de leurs parents à la campagne. Il y explique qu'à partir de la naissance, il y a en fait l'enfance et la vieillesse, et qu'entre ces deux périodes, on s'occupe de soi-même. C'est la période dans laquelle on est dans la force de l'âge. Avant et après, on a besoin d'aide et de soins. Quand on est enfant, on a besoin de quelqu'un pour nous élever. Et la situation est semblable quand on est âgé. Il disait que c'était le cycle de la vie et que cela ne changerait pas, même si la société, elle, évolue. Quand on aime ses proches, on élève ses enfants, on prend soin des personnes âgées. C'est la base de l'amour familial. J'ai pris ces 3 lettres pour exemple. Elles ne représentent qu'une petite partie de ces correspondances. Pourquoi les lettres, que ce soit celles de Zheng Guofan, Fu Lei ou Shen Songwen, sont éditées et rééditées? C'est parce qu'elles montrent l'amour de son lieu d'origine et les principes transmis dans sa famille. Pour terminer, j'aimerais poser une question à tout le monde. Nous vivons à l'ère de l'information. Nous discutons quotidiennement à travers des applications. Pensez-vous que cela nous rapproche de nos parents ou que cela nous en éloigne? En lisant ces lettres d'une autre époque, je me dis qu'elles représentent un moyen de communication plurimillénaire qui tente à disparaître. Réfléchissons également à la façon dont, à l'ère de l'Internet, nous transmettons par écrit notre amour pour notre lieu d'origine et nos proches. Je pense que cela vaut la peine que nous en parlions. Merci. Merci. Bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Vous regardez Magistral, c'est la première classe ouverte à la télévision pour les jeunes de Chine. Dans votre histoire, il y a de nombreux éléments qui sont étrangers aux jeunes d'aujourd'hui. Par exemple, le fait que votre père soit parti faire la révolution, 10 ans ont passé sans nouvelles. Vous vous rendez compte de ce que ça représente? C'est un peu comme si pendant une décennie, une personne n'avait ni Wi-Fi, ni 4G, ni téléphone, aucun moyen de prendre ou d'envoyer des nouvelles. À cette époque, il n'y avait pas de communication. Cela créait le manque, la tristesse, la détresse. Et évidemment, c'est de ce manque que naissaient des idées et des sentiments forts. Pourquoi l'homme a-t-il créé tant de poèmes et d'œuvres? Je pense qu'il y a un rapport avec le sentiment d'éloignement. Aujourd'hui, si je monte sur le mont Yulong, je peux écrire à ma femme que je suis à plus de 5000 mètres.
plus personne ne s'inquiète. Vous envoyez encore des messages, mais les jeunes d'aujourd'hui envoient des selfies. Ils se prennent même en photo la bouche en cœur, puis ils postent leurs selfies sur les réseaux sociaux. Ils ne les envoient pas un par un, ce serait trop fatigant. Ils les envoient par groupe. Sur les réseaux sociaux, tout le monde peut les voir. Lorsque je poste quelque chose, je m'abstiens si c'est trop privé. Par exemple, concernant ma mère, je la prends souvent en photo. En général, je poste une photo tous les mois ou tous les 2 mois. Je montre comment cette centenaire se porte. Je ne peux pas poster constamment. Si je le faisais, les gens en auraient marre de moi. Donc, Poster une fois par mois, franchement, c'est pas beaucoup, hein. Il y en a qui postent 20 fois par jour leurs selfies. En général, j'envoie des photos dans un groupe privé avec ma famille. Je leur montre à quel point elle est en bonne santé. Ouais. Je leur montre qu'elle prend un potage ou qu'elle joue au mahjong. On ne peut pas déranger les gens toute la journée sur les réseaux sociaux avec ce genre de choses. Alors, vous venez de nous dire que votre mère avait 104 ans et qu'elle était en excellente forme. Elle se débrouille encore toute seule pour de nombreuses choses. Eh bien, notre équipe, après avoir obtenu évidemment une autorisation, est allée découvrir le quotidien de cette dame de 104 ans. On regarde tous ensemble. Pom, pom, pom. Laisse-la compter. Ça fait combien? 8. 8 plus 8, ça fait combien? Et 2 fois 8, ça fait 16. Exact. Le matin ou l'après-midi, elle adore jouer au mahjong. Alors, pom, pom, pom. Avec celui-là, ça fait pan. Attends, là aussi. Elle gagne. Elle est contente si elle gagne. On pense qu'y jouer lui fait bouger les mains, que c'est bon pour sa santé. Les Chinois n'ont pas vraiment inventé de jeu pour les personnes âgées. Elle fait comme elle veut, elle ne joue que si elle a envie. Si elle veut pas, elle s'amuse toute seule avec les tuiles. Regarde ces jolies fleurs. Elles sont belles, n'est-ce pas? Elles sont jolies. D'où viennent-elles? C'est eux qui les ont offertes. C'est eux qui nous les ont offertes. Merci. Merci. Merci à vous. En général, on vient chacun son tour. Il y a toujours un de ses fils et son épouse. La famille est importante. Ce n'est pas tout le monde qui le réalise. Où suis-je? Là. Ici? Oui, Et lui? c'est Pia Pia. Oui, et là? C'est Yaxia. C'est très bien tourné. Je trouve que c'est du pur bonheur. Alors à mes côtés, voici donc un homme de 74 ans qui doit encore prendre soin de sa mère. Alors il joue au mahjong avec elle, il lui donne des tuiles, il l'aide, il la rend heureuse en somme quoi, hein. Ces dernières années, elle a dépassé les 90 ans et en a plus de 100 maintenant. Avant, elle jouait aussi aux cartes. Elle pouvait tenir 2 jeux de cartes, mais elle a vieilli et a du mal désormais. Elle ne sait plus utiliser ses cartes comme il faut. C'est sûrement sa stratégie de jeu, hein. Depuis, on joue principalement au mahjong. Cependant, elle commence désormais à avoir du mal également. Elle ne s'en sort plus. Elle choisit, prend 4 tuiles blanches, 4 dragons verts. Elle veut choisir. On lui réexplique les règles, mais elle n'écoute pas. Elle est en train de retomber en Elle se enfance. comporte comme une enfant. C'est pourquoi je souhaite dire à tout le monde que même si vous êtes encore jeune et que vos parents ne sont pas très vieux, il n'y a pas de plus beau cadeau que de passer du temps avec eux. Mon père disait, en parlant des personnes âgées, qu'il ne suffit pas de les nourrir et de les couvrir. Il est important de le faire avec sincérité et amour. C'est ce que mon père a voulu dire dans ses écrits. Il faut aimer sincèrement ses parents. Il faut les comprendre. Comprendre leurs sentiments, leur façon de penser, leur vie. Bien s'occuper d'eux. Cela les touchera beaucoup. Je comprends mes parents et leur génération. Je souhaite que vous fassiez de même à partir d'aujourd'hui.
Et à propos d'amour familial, eh bien, les membres du public ont écrit ce qu'ils pensaient sur une feuille de papier et il y a des questions pour vous. Bonjour Monsieur Xie, je sais que vous utilisez souvent Weibo car je vous suis. C'est vrai. Alors, si vous étiez né à notre époque et que vous étiez adolescent aujourd'hui, est-ce que vous laisseriez votre père voir ce que vous postez sur les réseaux sociaux ? Et est-ce que vous pourriez, vous pourriez mettre votre père sur liste noire, c'est-à-dire le bloquer pour qu'il ne puisse pas voir ce que vous postez? En y réfléchissant, peut-être que oui. Vous pourriez le bloquer. Oui. Qui a posé cette question? C'est vous? Vous avez bloqué votre père? Écoutez, en fait, c'était avant. Et c'est pas plutôt votre père qui vous a bloqué? Je suis très touchée par l'histoire de Xie Fei. Au tout début, il nous a demandé si l'on connaissait bien notre père. C'est le cas aujourd'hui. Quand j'étais petite, il y a eu beaucoup d'histoires et à cette époque, je ne comprenais pas tout. Et puis j'ai grandi, je suis allée à l'université. J'ai compris qu'il avait fait tout ça pour moi, mais quand j'étais petite, je rejetais tout en bloc. Maintenant, j'ai plus l'opportunité de mieux le comprendre. Aujourd'hui, je me demande pourquoi je n'ai pas écouté davantage son histoire, ses conseils. Il est encore temps. Mon papa est décédé. Oui, le destin est parfois cruel. Il me reste ma mère. Elle utilise WeChat depuis quelque temps. Je lui apprends petit à petit à poster des nouvelles. Avant, il y avait une blague. J'envoyais ce genre de message à ma mère en disant « Il est 6 h du matin, je vais aller réviser ». Mes camarades se moquaient de moi et trouvaient que j'en faisais trop, voilà. Cependant, je la chéris vraiment. J'espère communiquer davantage avec elle. Je la laisse voir tout ce que je fais et elle adore me laisser des j'aime. Parfois, je m'inquiète. Avec le Bluetooth, il est possible d'écouter discrètement de la musique en cours. Ma mère commente en me disant de bien écouter la leçon. Maintenant, je chéris nos moments de partage. Parfois, on a peur que nos parents ne nous comprennent pas ou bien qu'ils ne pensent pas de la même façon. Néanmoins, je souhaite que chacun profite du temps passé avec ses parents, que chacun saisisse l'opportunité de mieux les connaître. En fait, nos parents souhaitent vraiment faire partie de notre monde et je pense qu'on ne devrait pas leur en refuser l'accès. Merci. Votre père serait sûrement ravi de vous entendre dire ça et il serait fier de voir que vous avez grandi. Oui, je suis vraiment très fière d'être sa fille. Merci. Courage. Je vais vous dire quelque chose. Il y a 2 jours, j'ai entendu quelque chose qui m'a vraiment beaucoup touché, vraiment. De nombreux parents commencent à utiliser WeChat et Internet. S'ils apprennent à utiliser les applis, c'est pour communiquer avec vous, pas seulement pour se mettre à la page. Et en plus, ils ont peur d'être rejetés. Prenez le temps de leur apprendre comment tout cela fonctionne, comment faire un appel vidéo ou discuter. Leur but, c'est pas de faire des selfies ou de poster des photos de ce qu'ils mangent. Ils souhaitent simplement être proches de vous, ne l'oubliez pas. Bonjour Monsieur Xie. La correspondance avec votre père a été très positive. Cependant, j'ai eu une expérience différente. Mon père est parti étudier au Japon quand j'avais 8 ans. Nous nous sommes donc écrits pendant 3 ans. Mon père est très à cheval sur les traditions. Quand je lui écrivais, il m'obligeait à utiliser un stylo à plume, à respecter les espaces et la taille des caractères. Et s'il y avait des caractères que je ne connaissais pas, je n'avais pas le droit de les écrire phonétiquement. Je devais les chercher dans le dictionnaire. Je n'avais que 8 ans et il y avait beaucoup de caractères que je ne savais pas écrire. Peu importe, il était intransigeant. Il écrivait aussi souvent « tu n'as pas le droit »,« tu devrais »,« tu dois » et d'autres ordres. C'est pourquoi pendant longtemps, quand je lui répondais, je me sentais vraiment sous pression. J'ai donc une question pour vous. Votre père était aussi strict. Lors de vos échanges de lettres, avez-vous ne serait-ce qu'un instant trouvé que son amour et sa façon de penser étaient un fardeau pour vous ? C'est une relation entre 2 générations. L'une souhaite éduquer la suivante. Cette dernière souhaite conquérir son indépendance. Les frictions sont inévitables. Je n'ai pas eu ce problème-là car mon père ne m'écrivait pas à moi en particulier. Ses lettres étaient destinées à tout le monde. À tous ses enfants, en effet. Et il écrivait le nom de chaque enfant dans ses lettres. Il écrivait cependant à mon grand frère. Je pense que lui aussi a pu être frustré. Il y a une lettre assez drôle. Mon grand frère lui avait écrit une courte lettre.
Il avait écrit tout petit, des pattes de mouche. Premièrement, c'était illisible. Deuxièmement, elle contenait des fautes. Il a donc demandé à ma mère de la découper et de recoller par-dessus. Ici, on croirait qu'il s'agissait du caractère « che », mais ça ne colle pas dans le contexte. C'est quoi ce caractère? Il insistait beaucoup sur votre éducation. Pour lui, la culture et la langue traditionnelle étaient importantes. Sans elles, on ne peut pas aller loin. Il voulait absolument vous instruire. Il pensait qu'un jour, vous le comprendriez. Merci. Et derrière ces critiques, eh bien, se cachait en fait de l'amour. Merci, Monsieur Xie. Par ailleurs, je voulais répondre à votre question. Vous avez demandé si, à notre époque d'hyperinformation, nous sommes plus proches ou moins proches de notre famille. D'après mon expérience, je dirais que nous sommes moins proches. La raison, c'est que dans son journal, mon père a écrit, et je l'ai vu, que j'étais son espoir, sa lumière, etc. Et j'en ai été émue jusqu'aux larmes. Vous êtes sa superstar. Oui, je suis sa superstar. Sa lumière. Sur l'écran, c'est son journal. Il a écrit que je suis sa vie, et cela m'a profondément émue. Cependant, quand on se voit, il est très froid envers moi. Il me dit seulement « Bonjour, ça fait longtemps ». Et puis c'est tout. Hé, une seconde. Votre père a mal écrit un caractère. Il a fait une faute ici. Ah, ça alors? Vous devriez le réprimander, il n'a pas consulté de dictionnaire. J'ai vraiment l'impression que face à face, la communication est beaucoup plus difficile. Quand on se parle sur WeChat, ça va, mais quand on se voit, on ne sait pas quoi se dire. Je pense que les Chinois sont très pudiques. En général, les étrangers sont plus exubérants. Nous, quand on se retrouve, on dit « Ah, tu es là », et puis c'est tout. Alors qu'en fait, on s'est manqué très fort. Je pense qu'il faudrait que les Chinois trouvent le moyen d'exprimer leurs sentiments. Merci, Monsieur Xie. J'ai une question maintenant pour vous. À propos des attentes de votre père à votre égard, est-ce que vous pensez qu'elles ont porté leurs fruits maintenant que vous êtes adulte? Cela m'a beaucoup aidé. Donc, À l'époque, c'était difficile à comprendre. Ça l'est encore parfois. c'est vrai. Tenez-moi par exemple, je suis animateur télé, je pose plein de questions au plateau, je discute avec aisance avec les invités, mais quand je vais dans ma famille voir mon père, C'est le silence? oui, je m'assois souvent face à lui, je me demande par où commencer, quoi demander. Souvent, je finis par lui demander « Comment ça va aujourd'hui ?» Mon père me répond « Bah ça va bien », puis on s'assoit. Et au bout d'un moment, je lui dis « Bon, et bah j'y vais ». C'est toujours comme ça. Il faut que nous, les Chinois, on trouve le moyen d'exprimer nos sentiments. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit la jeune fille concernant son père et son éducation. Je pense que si un père est dur avec son enfant, c'est pour son bien. Peu importe sa façon de faire, je ne comprends pas comment on peut considérer cela comme un fardeau. Mon père était très strict avec moi. Je me souviens quand j'étais petite, je ne sais pas si vous avez vécu la même chose, après avoir utilisé les bouteilles d'eau ou les journaux, on a appelé une personne pour venir les récupérer. Comme ça, on pouvait gagner un peu d'argent. Un jour, un homme est venu. Pour le recyclage. Oui, pour faire la récupération. Quand il est parti, on s'est aperçu qu'on avait oublié un sac. Mon père m'a demandé d'aller l'appeler et je suis allée dans la cage d'escalier et j'ai crié « Hé, ramasseur d'ordures !» Pour cette simple phrase, mon père m'a grondé toute l'après-midi. Sur le moment, j'ai trouvé cela exagéré. Maintenant, quand j'y repense, je me dis que c'est à partir de ce moment-là que mon père m'a appris à respecter autrui. Je pense que c'est de l'amour paternel chinois classique. Ils sont stricts envers nous, mais leur amour est implicite. Pourquoi voulons-nous absolument qu'ils nous disent « ma fille adorée, je t'aime » On pourrait se contenter de le savoir. En tant que jeunes, nous avons été davantage exposés aux mœurs occidentales. Ne pouvons-nous pas faire le premier pas? Ne pouvons-nous pas leur dire « papa, je t'aime » Non, on ne peut pas. Ah bon? Enfin, je veux dire que je n'y arrive pas. Moi, si. Chaque jour, on se parle sur Internet, en vidéo. Et quand on termine, je leur dis toujours que je les aime. Je leur dis à chaque fois. Et pourquoi pas? Et ça ne les gêne pas. Souvent, mon père... Vous avez pensé à leur ressenti? Souvent, mon père réagit pas. Mais ma mère me dit toujours « je t'aime, mon trésor Ah, vous pouvez le faire, mais les garçons, non. ». Je pense que ça leur fait plaisir. Peu importe. Je pense que les jeunes doivent être plus expressifs vis-à-vis de leurs parents et passer du temps avec eux, non? Exact. Il faut le faire petit à petit, ça prend du temps. Pas à pas. Allez, au suivant. Monsieur Xie, merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience. Je suis photographe, je viens de la ville de Xiamen et récemment j'ai réalisé une série de photos. Elles ont eu beaucoup de succès sur Internet. Ce sont des photos de mon grand-père. Un costume coloré, des chaussures en cuir vintage, des lunettes à la mode, ce grand-père de 85 ans a fait sensation sur WeChat.
Les internautes l'ont surnommé le grand-père fashion. Au quotidien, c'est un agriculteur chinois traditionnel qui a travaillé dur toute sa vie. À l'origine de cette photo qui a enflammé la toile se trouve son petit-fils, Ding Guoliang, originaire de la province du Fujian. Âgé de 30 ans, il avait de la peine pour son grand-père qui vivait seul à la campagne. Il a donc fait venir habiter avec lui en ville. Son grand-père vieillit jour après jour. Il espère pouvoir lui offrir une seconde jeunesse, lui faire profiter de la vie. C'est pourquoi il a organisé cette séance photo. Si j'ai pris mon grand-père en photo, c'est pour montrer qu'une personne âgée peut aussi mener une vie élégante et raffinée. Quel est votre point de vue concernant l'élégance des personnes âgées ? C'est une évidence. Prenons par exemple mes camarades. Mes camarades d'université ont mon âge. Certains ressentent de la solitude ou un vide. Certains sont malades. La situation de chacun est différente. Moi, par exemple, j'ai déjà eu le SRAS, mais je suis en bonne santé. Je travaille dans l'enseignement. Bien que l'âge de la retraite soit fixé à 60 ans, plus on vieillit, plus on peut se bonifier avec le temps. Je n'ai pris ma retraite que l'année dernière. J'ai repoussé mon départ à la retraite pendant 12 ans. Je souhaite souvent donner mon opinion. Il y a une dizaine d'années, à l'université, j'ai créé un festival international de cinéma pour les étudiants. Il s'améliore à chaque édition. L'année dernière, j'ai eu une autre idée. La technologie numérique est devenue abordable. Après avoir tourné des courts-métrages et avoir été diplômé, les étudiants ne sont toujours pas officiellement réalisateurs. Pourquoi ne pas leur donner la chance de tourner un long-métrage? Nous avons donc mis cela en place pour la fin de leurs études. Au début des années 80, je ne parlais pas anglais, mais je trouvais cela important. Ne pas connaître cette langue, c'était me fermer de nombreuses portes. J'ai donc commencé à l'apprendre en autodidacte. Lorsqu'au début des années 80, j'ai reçu une récompense pour Black Snow, j'ai participé à une vingtaine de festivals. J'ai pu commencer à dire des choses simples. On m'a même fait monter sur scène et parler anglais. Vous connaissez mon âge. Je n'étais plus tout jeune. J'avais la cinquantaine quand j'ai commencé à apprendre l'anglais. D'avoir pu l'apprendre et l'utiliser, je pense que cela fait envie à beaucoup de monde. Mais en réalité, chacun peut y arriver. Il suffit d'avoir la passion, d'être persévérant et d'avoir la bonne méthode pour atteindre son objectif. J'espère que les personnes âgées ne seront pas vaincues par la maladie ou la vieillesse. Il faut utiliser ses capacités et sa vigueur pour les surpasser. La vie sera plus belle. Merci à vous. Merci. Le problème que vous évoquez, c'est un problème auquel la Chine fait face vis-à-vis du vieillissement de la population. Comment peut-on vieillir? Il faut de la dignité. Notre attitude envers les personnes âgées, c'est de leur dire « tu es retraité, c'est bien, trouve-toi un endroit et vis sagement ». On dit que c'est profiter de l'âge d'or, mais c'est faux. Il y a vraiment de nombreuses personnes âgées dont l'expérience et l'intelligence peuvent être mises au service du développement de ce pays. Il faut leur donner plus d'opportunités. Suivante. J'ai une excellente relation avec mes parents. On s'appelle directement par nos prénoms. Quand on est de bonne humeur, je dis même « Comment ça va, belle gosse? Qu'est-ce qui se passe, Sorette ?» Et quant à mon père, pour rigoler, je l'appelle mon amoureux. Waouh! C'est une façon très moderne. Oui, très moderne. Ouais, c'est peut-être un peu étrange. Une fois, alors que j'accompagnais ma mère danser, comme j'y suis habituée, je l'ai appelée comme ça à l'extérieur devant une dame. Ma mère n'a pas réagi, mais cette dame m'a demandé pourquoi je ne l'appelais pas maman. Elle trouvait cela très mal élevé de l'appeler par son prénom. Cela m'a fait mal au cœur, mais en même temps, je trouve que ce n'est pas justifié. Nous vivons à l'époque moderne, nous sommes une famille moderne. Est-ce vraiment si mal pour les enfants d'être enfin proches de leurs parents ? Est-ce que c'est vraiment mal ? C'est à chacun de trouver sa façon de communiquer. Oui, c'est vrai. Nous entendons beaucoup la façon dont les étrangers s'appellent au sein de leur famille. Dans son rôle éducatif, le père ne se positionne pas très haut. Ils se comportent comme des amis, s'appellent par leur prénom. Par conséquent, les enfants acceptent de partager leur façon de penser et leur avis et vont même jusqu'à débattre. Dans cette configuration, le but des parents est d'encourager l'indépendance de leur enfant. Ce n'est pas le concept de l'éducation chinoise traditionnelle. La génération des parents et celle des enfants sont bien distinctes. La façon dont votre famille interagit ne correspond pas à ce schéma-là. Cela a peut-être un rapport avec l'époque à laquelle nous vivons, ou alors avec votre différence d'âge. Depuis que vos parents vous laissent les appeler ainsi,
Cela vous a-t-il rapproché? Si vous êtes plus proches et plus égaux, alors c'est une bonne chose. Oui, oui. Alors cette façon de communiquer se développe avec votre génération, la société s'y habituera petit à petit. Bien entendu, les traditions ne vont pas disparaître comme ça, une fusion va se faire lentement. Nous sommes à l'ère de la diversité avec un système de valeurs qui évolue. Question suivante. Bonjour Monsieur Xie. Je m'appelle Jeanne Redding et je suis en 2e année à l'université Jianmin de Chine. Beaucoup de personnes ont expliqué leur rapport avec leurs parents, leur éducation et leur façon de communiquer. À présent, je souhaiterais revenir sur vos lettres de famille et leur contexte, car je suis actuellement présidente d'un groupe d'études que j'ai fondé concernant les lettres de famille. Nous avons réalisé le même genre de travail. Nous avons rassemblé des lettres de certaines familles. Voici l'exposition sur les lettres familiales du musée de l'université Jianmin de Chine. C'est super. Je vous félicite. Merci. Mais j'en viens à mon sujet. Dans notre processus de recherche, nous nous sommes rendus compte que peu de personnes acceptent d'exposer leur intimité. Peu de personnes acceptent de nous remettre leurs lettres de famille conservées pendant des années. Je me demande donc si vous avez eu ce genre d'hésitation ou de dilemme. Fallait-il vraiment rendre public ces 115 lettres de famille? Ou bien fallait-il les garder précieusement comme un secret? Est-ce que vous avez hésité? Lorsque j'ai réalisé ce travail, la question s'est effectivement posée. À présent, je parle souvent des deux familles de mon père. Mais après 1949, la loi établissait le mariage en tant qu'union monogame. Mon père travaillait dans le milieu juridique. Il était très prudent à ce sujet-là. À tel point que, quand il était encore en vie, il ne m'a jamais dit, ni à moi, ni à ses enfants, comment s'appelait sa première femme ou autre. On savait simplement qu'il avait d'autres enfants dans le Hunan et que l'un d'eux avait participé à la Révolution et travaillait à Beijing. À la fin des années 50, le 4e fils de sa première épouse l'a même fait venir habiter à Beijing. Notre père est allé la voir et elle est même venue ici. Nous, les enfants, n'étions au courant de rien. Cela montre bien qu'à l'époque, on n'aimait pas que cela se sache. Si je rends cela public, c'est que l'histoire est ainsi faite. Quand on comprend bien l'histoire, on l'analyse avec une attitude de tolérance et de respect. C'est pourquoi, quand j'ai terminé ce livre, le professeur Dai Jinhua m'a dit « En rendant public l'intimité de votre famille, vous partagez cette richesse avec le reste de la société. » Et je trouve aussi que le partage est très important. Bien entendu, il y a des personnes qui ont des choses qu'elles ne voudraient jamais rendre publiques. Il ne faut pas forcer les gens. Cependant, s'ils vous donnent leur accord, alors je vous encourage à poursuivre votre travail. Cela vous convient? Merci pour vos conseils. Lorsque j'étais à l'université en 1994, ma famille et moi, nous nous écrivions plusieurs fois par mois. J'ai plein de lettres de famille aussi. Mais les jeunes d'aujourd'hui, même s'ils continuent parfois à envoyer des lettres, eh bien cette pratique a tendance à se perdre. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons préparé pour tout le monde du papier et des enveloppes. Vous pouvez écrire ce que vous avez envie d'exprimer en ce moment, peu importe de quoi il s'agit. Vous placerez ensuite le papier dans l'enveloppe et vous écrirez l'adresse de votre famille dessus. Toute l'équipe de Magistral s'engage à faire parvenir vos lettres à destination. Et ne vous y trompez pas, ce n'est pas une fausse boîte aux lettres, non, non, on l'a récupérée tout près de nos studios, c'est une vraie boîte aux lettres. Imaginez un instant la réaction de vos parents quand ils vont découvrir votre lettre. Ne leur dites rien. Faites-leur la surprise. On ne peut jamais cesser de se soucier de ses proches et de son lieu d'origine. Toute l'équipe de Magistral souhaite que vos lieux d'origine conservent leur beauté à jamais. Nous souhaitons également la santé et la tranquillité à tous vos proches. Merci d'avoir été avec nous et à bientôt. 现在有个不错的姑娘，把照片发你们，这个家风景都这样，看看吧。啊，得吧，啊。